de l'eau. Bonsoir. Merci d'être venus si nombreux. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de me retrouver à Lyon. Peut-être que certains s'en souviennent, mais j'ai eu le grand plaisir, l'honneur de faire une grosse exposition à la Sucrière il y a maintenant 10 ans. Et c'était pour moi un très grand moment de partage avec beaucoup de gens. Donc, je suis architecte. Sur ma carte de visite, j'ai marqué « architecte utopiste ». C'est un peu une provocation parce que l'utopie, les politiques s'en méfient comme de la peste. C'est une grande injure pour un homme politique. Mais finalement, hein, l'utopie, ce n'est jamais qu'impossible, qui n'a pas encore été expérimenté et qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on puisse un peu aller plus loin, faire autre chose. Puis dès le moment où la plupart des décideurs, des politiques nous envoient dans une direction dont on sait qu'elle est sans issue, parce que nous n'aurons pas tout ce qu'il faut pour pouvoir alimenter leur projet, qu'est-ce qu'il nous reste comme possibilité d'imaginer un futur qui soit véritablement souhaitable? Et c'est là que l'utopie vient à notre secours pour pouvoir nous permettre d'envisager des choses qui soient réellement bénéfiques et qui puissent rentrer dans cette idée de durabilité. Concevoir une société qui est construite sur l'idée que tout ce que l'on va faire peut fonctionner dans la durée. Ça, c'est le gros du travail que je vais vous présenter. Mais d'abord, une première précaution, je ne suis pas du tout un scientifique. Donc mon approche est émotionnelle, intuitive, elle est de l'ordre de la perception des choses. Donc on l'appelle souvent une vision, donc ce dont j'ai pu m'imprégner, des choses que j'ai lues, vues, entendues, constatées, et dont je fais des hypothèses de développement dans un futur qui est fort différent de ce qu'on nous montre généralement. Mais mon travail, c'est surtout, et ce que j'ai à vous dire, c'est surtout là que vous allez le voir. Parce que je suis avant tout un dessinateur, donc c'est l'image qui parle et qui raconte. Si je devais vous dire tout ce qui se passe sur cet écran, ça mettrait des heures pour chaque dessin. Un dessin a cette faculté formidable de raconter 1000 choses en très peu de temps, de parler toutes les langues. Pas besoin de traduire un dessin. Et c'est une porte ouverte vers un monde, vers quelque chose que moi je décris comme cet autre possible. Donc, avant tout, c'est un très vieux dessin. J'ai fait ça il y a près de 40 ans. Je me suis donné cette possibilité, cette faculté de pouvoir dire à quoi ressemblerait une habitation qui serait idéale pour moi. Si j'avais la possibilité de réaliser quelque chose qui techniquement permettrait de le faire plus tard, à des moments où les technologies auraient été avancées. Et ce type d'exercice, je vais le refaire très régulièrement pour pouvoir faire avancer la manière dont je ressens les choses et dont je vais pouvoir faire des propositions de plus en plus concrètes dans un sens très particulier. Donc ici, c'est une maison que j'avais imaginée assez idéale, à un endroit pour moi magnifique, c'est-à-dire entouré d'eau. L'eau étant tellement précieuse et tellement complémentaire à toute forme de vie que c'est naturellement dans cet environnement-là que je l'ai imaginé. Donc il y a eu beaucoup de dessins qui se sont faits dans le seul but de faire une sorte d'exercice vers ce qui me tenait à cœur et ce que j'avais envie de voir, de ressentir. Donc, cette habitation n'avait absolument pas de but d'être réalisée, mais j'ai eu l'occasion de faire des tas d'architectures qui, après, ont pris des parties de cet imaginaire
pour pouvoir déjà commencer à expérimenter quelque chose qui ressemble à ce dont j'avais imaginé. Alors moi, je ne situe pas ça dans le domaine du rêve, parce que le rêve se conduit souvent au cauchemar, puis à un moment on se réveille, on voit que c'est très loin de la réalité. Donc moi, j'essaye surtout de le faire avec des possibilités, même s'ils ne sont pas encore aujourd'hui accessibles, pourraient l'être dans un autre futur. Donc, chacune de ces façades de cette petite maison, faite très simplement, avec très peu de moyens, à partir d'éléments pris dans la forêt juste à côté, des éléments de récupération, c'était ce que l'on peut voir à travers les branches d'un arbre quand on est dans un arbre. Parce que l'arbre était pour moi quelque chose, et toujours quelque chose qui est fondamental, vers lequel je reviens éternellement, parce que c'est une structure absolument magnifique qui me porte vers une réalisation, quelque chose qui, pour lequel j'ai une très très grande admiration, mais aussi qui est un fondement dans ma vie d'homme et dans la perception de tout ce qui se trouve dans la nature. Un arbre, c'est un hectare de capteurs solaires qui transforment l'électricité en photons. Ce sont des troncs, des branches, etc., qui sont des structures portantes qui peuvent être absolument magnifiques. Donc quand j'ai réalisé ce petit pavillon, c'est à ça que j'ai pensé. Et puis quand j'avais à réaliser un espace urbain qui soit un espace de rencontre, c'est en reprenant cette forme, mais à partir d'une structure en métal qui était couverte de plantes grimpantes et qui ainsi se développe pour permettre aux plantes de se développer. Mais c'est aussi l'occasion de donner une identité très forte à un lieu, quelque chose qui a dans la ville une signification et qui peut aider à trouver un point de repère, mais surtout créer une relation émotionnelle avec un lieu. Quelque chose qui nous permet d'aimer la ville dans laquelle on se trouve. Et il se fait que les propositions qui sont faites généralement en termes d'urbanisme ne cherchent pas à trouver des formes et des modes d'expression qui peuvent créer une réelle adhésion par rapport aux citadins qui habitent dans cet environnement. Voici une autre maison qui a été construite il y a plus de 30 ans, 40 ans, dans lequel le projet était de faire rentrer l'eau au moment où il pleut dans la maison, à partir d'une sorte de rivière qui coule sur les rochers, qui alimente la citerne d'eau de pluie, qui va servir à alimenter les plantes. Donc au moment où il pleut, l'eau coule dans la maison. On a cette perception de cette richesse formidable qui est canalisée et qui peut aussi être évacuée vers une citerne extérieure si c'est nécessaire, si elle peut déranger. Mais pour moi, introduire ces notions vitales dans une construction est quelque chose que je trouvais primordial pour pouvoir répondre à des besoins aussi particuliers que celle de remplir complètement le lien que les habitants peuvent avoir avec un environnement naturel. Voilà une baignoire que j'ai réalisée dans la maison que j'occupe actuellement. Elle est en bois aussi, et il y a une rivière qui coule ici pour alimenter le lavabo, et là la cascade pour alimenter l'autre partie. Et ce sont les cailloux qui se trouvent ici qui commandent l'arrivée de l'eau. Quand on lève le caillou, l'eau coule d'un côté chaud, le côté froid. Le petit caillou noir, c'est pour l'envoyer d'un côté ou de l'autre. Et pour moi, arriver à me baigner dans quelque chose qui n'est pas un appareil sanitaire, mais qui est l'évocation d'un élément de la nature, est fondamental dans ma relation avec l'environnement et dans ma propre évolution, celui de ma famille, vers des choses qui peuvent nous combler. À ce moment-là, j'avais commencé déjà à travailler un peu sur ce qu'il fallait faire dans des villes. Dans des villes,
il y a aussi des travaux à faire qui peuvent être accessibles à tout le monde. Or, il se fait que dans nos villes, il y a pas mal d'espaces résiduels qui sont tout à fait abandonnés et qui pourraient tout à fait être végétalisés par des nouvelles constructions, par des choses qui sont des portions de nature recomposées. Alors voilà un coin qui a été abandonné il y a plus de 30 ans. L'architecte n'a jamais construit ce coin. On dirait que les deux immeubles venant en sens contraire se sont télescopés au carrefour et que l'accident est resté. Alors, moi, j'ai commencé à plancher là-dessus avec la seule chose que je tiens et qui est la valeur sur laquelle je travaille, c'est évidemment la nature. Alors ici, nous avons une énorme cascade qui coule avec de l'eau de pluie à partir du toit des immeubles qui se trouvent là, où l'eau est récupérée. Elle coule en cascade, en plusieurs parties. Elles sont des capteurs solaires qui alimentent les pompes. Plus il y a de soleil, plus l'eau part de haut. Et puis, les massifs rocheux que vous voyez ne sont pas imités comme on faisait les rocailleurs au début du siècle. C'est fait avec le seul matériau que la ville produit, naturellement, je dirais. Ce sont des déchets. Donc ici, ce sont des dalles de trottoir, des morceaux de béton qui sont récupérés dans les déchetteries pour en faire des amas rocheux qui vont évoquer ces rochers. Mais dès qu'on s'approchera, on verra que ce n'est en réalité pas des vrais rochers, mais c'est quelque chose qui est évoqué. Et j'ai expérimenté ça dans mon jardin en travaillant avec ces dalles de trottoir assemblées à sec. Les plantes poussent à l'intérieur et peuvent ainsi continuer à évoquer quelque chose qui peut prendre complètement sa place dans la ville et rentrer dans cette idée d'une économie circulaire. L'économie circulaire est un des grands principes qu'il faut absolument de plus en plus développer. Et ça, le modèle se trouve dans la nature. Jamais un déchet. Ce qui est rejeté ou qui est déchet pour un organisme vivant, un organisme devient une ressource pour un autre. Et c'est cette complémentarité qui crée quelque chose qui peut être 100% durable. Donc l'ensemble de ce que je vais vous montrer part de cette idée de travailler sur tout ce qui est recyclable et qui peut ainsi perdurer dans le temps. Voilà une ville en Belgique qui est bâtie autour d'un cours d'eau, la Vesdre, mis en péril par un projet immobilier qui devait construire un centre commercial sur la rivière. Et avec les habitants, on a fait un contre-projet qui réutilise la rivière. Le problème, la rivière, c'est qu'elle était assez basse par rapport à l'esplanade qui permettait donc aux berges. Et j'ai imaginé un moulin à eau qui remonte cette eau, qui la fait couler le long d'une rivière et qui l'amène à un endroit où les enfants peuvent jouer avec l'eau. Apporter l'eau disponible et comme élément de jeu et de communication est quelque chose qui peut tout à fait trouver sa place dans une ville et surtout permettre d'accéder à quelque chose d'aussi naturel et aussi important que cet élément de vie. Alors cette roue tourne simplement par l'action du courant et elle a ce côté beaucoup plus convivial aussi, tout le monde peut la comprendre et elle fonctionne tout à fait correctement avec l'environnement qui a été créé autour de ça. Et elle sert donc l'eau qui, à ce moment-là, se trouve entre les plantes, est accessible pour tout le monde, fait partie du jardin et alimente d'autres choses. Un peu plus loin, des grands tipis ont été... j'ai imaginé les construire, le projet ne s'est pas fait parce que finalement, le centre commercial a eu gain de cause et il a été construit, mais pas sur la rivière, juste à côté, mais c'est quand même un désastre pour cette ville. Et dans les promenades vertes qui se faisaient le long de cette rivière, il y avait ces espèces de tipis, huttes, qui permettaient aux gens de s'installer, de vivre dans cette... pique-niquer, etc., d'avoir accès à ces endroits. Et c'est devenu un projet en Italie. Donc ici, nous sommes à Artesella, en Italie,
dans un haut lieu de l'art, land art, et ces types de tipis ont été réalisés et devraient être un jour prochainement refermés par des espaces textiles qui pourraient permettre de les protéger. Donc ça fait partie des choses qui sont en recherche, comme construire avec des bambous. Une structure bambou pousse excessivement vite, elle est très solide, elle permet là aussi de refermer l'espace entre le lieu des bambous avec une sorte de textile qui pourra avoir plusieurs fonctions, transparent, translucide, isolant, captant l'énergie solaire suivant les endroits et ainsi correspondre parfaitement à l'environnement qui est basé sur ce type d'utilisation de matériaux naturels. On va maintenant se projeter dans un avenir plus lointain, d'ici une centaine d'années, et de voir quelles sont les hypothèses de développement d'un monde tout à fait différent. Donc, il y a 100 ans, voilà comment on imaginait le futur. On imaginait que ça allait être placé universel, qu'on allait avoir droit à tout, que tout nous serait accessible, des robots allaient faire nos travaux, etc. 100 ans plus tard, notre vision du monde est devenue complètement différente. On est maintenant dans une vision apocalyptique. Qu'est-ce qui s'est passé pour passer d'une extrême aussi importante à une autre? Eh bien, la réponse, on la connaît, c'est d'abord la disparition des matières premières. D'ici 80 ans, l'ensemble de ces matières premières seront disparues à la vitesse à laquelle on les consomme, et on les consomme à une vitesse de plus en plus rapide. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'énergie aussi disparaît à une très grande vitesse, aussi bien le pétrole que l'énergie atomique, etc. On va en manquer grandement d'ici un siècle. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus l'énergie nécessaire pour alimenter une civilisation industrielle? Les dessins que je montre sont souvent estampillés copyleft, c'est-à-dire qu'ils sont disponibles pour tout le monde et chacun peut les utiliser. Nous allons vers quelque chose qui est assurément, si nous continuons dans cette même voie, une voie réellement sans issue. Donc on va maintenant commencer à entrevoir quelles sont les réelles possibilités de l'utilisation de d'autres voies. Alors ce qui est la source même de l'ensemble de toutes les solutions que je vais vous proposer, elle se trouve là, dans la nature. La nature, c'est 3,5 milliards de recherche et de développement, et tout ce que la nature a créé n'a jamais fait que se perfectionner avec le temps. Depuis l'origine des premiers monocellulaires qui se sont développés sur la planète jusqu'à aujourd'hui, c'était jamais que quelque chose de plus en plus riche, biodiversifié, stable, où tout s'est multiplié et devenu de plus en plus performant. Alors là, il y a évidemment quelque chose qui pour nous doit être une source complète d'inspiration. C'est un ensemble de coquillages. Et quand je monte ces coquillages, je dis là c'est un biobéton qui est magnifique. Jamais nous n'avons réussi à faire un béton aussi beau, aussi solide, aussi performant que celui-là. Et vous savez quoi? Il a absorbé du CO2 au lieu d'en produire. Alors ça, c'est quand même assez formidable. Ce petit mollusque, il fait un béton formidable sans avoir besoin d'usines, etc., d'énergie, de haute température, de haute pression, de pollution. Il le fait uniquement avec ce qu'il prend dans le mètre cube qui se trouve autour de lui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence un peu à apprendre de la manière dont il fait. Et le bol et le banc que vous voyez là sont faits avec le même processus que ce que lui fait. Alors on commence un peu à apprendre lentement parce qu'on n'a pas encore vraiment la technique, on ne sait pas encore le faire de manière industrielle, mais quand même, ça évolue, on peut apprendre. Ça passe assez vite, mais vous avez vu un immeuble tour fait par des termites, les premiers habitants sociaux et les premiers citadins finalement
qui ont réussi à faire des habitations tours géantes qui sont auto-climatisées, pas 1 degré de différence de température, alors que l'extérieur, la température peut varier de plus de 30 degrés. Ça, c'est un savoir-faire aussi qui est tout à fait formidable. Ici, ce sont des habitations au Yémen, ils sont faits en terre, ils sont auto-climatisés. Le matériau nécessaire pour la construction vient d'un trou juste à côté. Intégration parfaite dans l'environnement, beauté considérable par rapport à tout ce qui se trouve autour. Et ce qui est une merveille complète, c'est qu'une fois que ça ne sert plus en tant qu'habitation, que le logement est abandonné, il devient une ruine qui est presque plus beau que ce qu'il était quand il était habité. Donc vous imaginez ça, des habitations qui reviennent tout doucement dans le trou dans lequel ils sont partis, sans aucun déchet, sans pollution, sans rien, prêts à refaire une nouvelle habitation, sans jamais limiter le nombre de cycles. On a là quelque chose qui est une merveille absolue dans lequel nous devrions bien plus nous inspirer pour pouvoir concevoir d'autres choses. Et ça, nous pouvons déjà aujourd'hui construire de manière totalement fiable avec un matériau comme la terre, qui a un impact qui n'est pas du tout négatif sur l'environnement, pas d'énergie grise, etc. Et surtout un recyclage complet, formidable. Voilà des habitations faites en Irak avec les roseaux qui ont poussé juste à côté. C'est absolument magnifique, ça correspond tout à fait au lieu. C'est une habitation, c'est un lieu collectif. Et l'architecture qui en est née est absolument superbe. Et là aussi, pas du tout de déchets. Une fois que ça a terminé sa vie en tant qu'habitation, en tant que lieu de réunion, eh bien, ça sert dans les fermes qui se trouvent à côté pour le bétail, etc. Il continue à avoir une fonction dans l'ensemble de la communauté. Construire comme ça, on peut le faire aujourd'hui. Voilà une technique de construction. On est en bois, donc matériaux biosourcés qui ont poussé, qui ont absorbé du CO2 au lieu d'en produire, et de la paille. Là, on a des murs qui sont transparents, enfin qui sont respirants, qui sont totalement étanches, qui ont une très bonne qualité d'isolation thermique et surtout qui ne sont pas transpirants. Vous savez, quand on construit en béton, on a un matériau qui est transpirant. Il n'évacue pas l'humidité vers l'extérieur. Quand on construit de cette manière-là, l'humidité que l'on produit nécessairement à l'intérieur est évacuée naturellement vers l'extérieur sans qu'on ait besoin de rien faire. Dans nos habitations, on est obligé de mettre des VMC, des ventilations mécaniques, etc., pour arriver à ce qu'on puisse avoir quelque chose qui est à peu près supportable. Mais si on ne ventile pas, c'est le même effet que si on se promène avec un sac en plastique sur soi, la transpiration reste et n'est pas évacuée. Donc des habitations qui ont un matériau de façade qui est une sorte de peau respirante est indispensable pour se sentir bien. Voilà un bâtiment dont la toiture est faite en chaume, donc qui est là aussi est une production qui vient de la nature, qui est aussi considéré au départ comme un déchet, qui est très isolant et qui en plus peut abriter une partie de la biodiversité des insectes qui se trouvent aux alentours. Concevoir une ville qui fonctionne comme un écosystème qui permet de travailler avec de multiples organismes vivants qui coopèrent l'un avec l'autre pour pouvoir créer un équilibre, c'est une possibilité que nous avons aujourd'hui. Une ville peut être considérée comme un écosystème et ce serait probablement la meilleure des solutions pour nous tous. Nous sommes des organismes vivants, la planète Terre est un vaste organisme vivant et le lieu dans lequel nous devons vivre devrait certainement tenir compte de cela et pouvoir ainsi fonctionner avec l'ensemble des produits de construction qui s'apparenteraient à quelque chose comme ce que l'on peut trouver dans la nature. L'araignée que vous voyez là fabrique un fil qui est 3 fois plus solide que nos aciers à section égale. 3 fois plus solide. Et elle le fait avec son abdomen, simplement en digérant
ce qu'elle a pris autour d'elle, et elle refait sa toile tous les jours. Quand elle a fini sa toile, qu'elle n'a plus servi après une journée, elle la remange pour pouvoir extraire et ainsi recommencer son travail. Recyclage parfait, magnifique et tellement performant. Donc là aussi, nous avons quelque chose qui doit pouvoir nous servir de modèle, concevoir des structures qui peuvent provenir du vivant, qui referment l'espace par une sorte de cocon dont la texture et dont les matériaux sont assimilés à ce que la nature produit, est quelque chose qui devrait pouvoir être dans un avenir plus ou moins proche, tout à fait accessible. En tout cas, il y a pas mal de chercheurs et de laboratoires dans le monde qui vont dans ce sens-là et qui cherchent du côté des biotextiles. Alors moi je dessine, mais je fais des maquettes, je réfléchis, j'essaye de voir à quoi ressemblerait une habitation dont la structure a poussé et qui est refermée par ce type de textile. Évidemment, ça prend des formes que l'on peut plus facilement trouver dans la nature que nos maisons, qui correspondent à des technologies, à des briques, à des tuiles, à des choses qui, évidemment, n'ont plus cours dans un système comme celui que je vous propose de vous montrer. Imaginez qu'un châssis de fenêtre peut ressembler à la chitine d'une libellule, me permet simplement de me poser la question et d'y répondre. Est-ce que ce serait moins bien que nos châssis de fenêtre? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à aller là ou aller tout à fait d'un autre côté? Une ville qui serait conçue à partir d'organismes qui poussent comme le figuier étrangleur en Asie ou en Amérique du Sud, et qui a cette propriété que les racines se soudent et font un maillage excessivement solide, nous permettrait d'imaginer que l'on pourrait avoir une structure dans ce genre-là, et là aussi refermée par un biotextile, de manière à pouvoir climatiser et refermer à l'intérieur. Une ville qui est basée autour d'un plan d'eau. L'eau est indispensable, toutes les villes ont été conçues autour d'un plan d'eau. Et voici une série d'habitations qui sont toutes faites à partir d'hypothèses de l'utilisation de quelques-uns des principes du vivant en tant que structure ou voile ou autre élément. Dans mes hypothèses de travaux sur la ville, j'aime me projeter dans le temps. Mon travail est en fait celui de dessiner une ville en 4 dimensions, dessiner ce qu'elle a été, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle pourrait devenir. Ainsi, on peut mieux s'imaginer quelles sont les modifications qui se sont déjà passées pour anticiper sur ce qui pourrait se passer dans le futur. Ici, nous sommes dans un quartier de Bruxelles, en 1800, il y a 200 ans, et ce quartier était uniquement des champs, c'était un espace tout à fait bucolique. Et 100 ans plus tard, il y a un gros boom immobilier, ça a été construit, le canal a été agrandi, et il y a cette espèce d'homogénéité qui avait au début du siècle. On travaillait avec les mêmes matériaux, donc il y a quelque chose qui est assez homogène. Et puis, 100 ans plus tard, on est à notre époque, en l'an 2000, et on voit qu'on n'a pas nécessairement gagné en faisant rentrer les voitures par tous les côtés, l'industrie en même temps. La vie est devenue plus pénible, une plus grande pollution, bien entendu, et une plus grande difficulté à trouver ses marques dans une ville qui a des éléments de rejet et beaucoup plus difficiles à intégrer. Alors ici, nous sommes 100 ans plus tard, nous sommes en 2100, et c'est l'hypothèse de commencer à travailler avec des matériaux de construction qui proviennent du vivant. Si on peut commencer à construire, à utiliser ces matériaux, non pas de manière décorative, peut-être accessoirement, mais surtout procéder de la même façon avec quelque chose qui devient des éléments structurels, qui devient des éléments qui sont utilisés
pour pouvoir arriver à refermer les espaces, à les climatiser, à nous mettre en phase avec cet environnement. Donc là, on était en 2100, maintenant nous sommes en 2200, 100 ans plus tard, encore un peu plus loin. On voit que les toitures se sont végétalisées, des passerelles permettent d'aller d'une toiture à l'autre, les espaces toitures sont revenus à la nature, mais les façades aussi. Alors vous voyez que ces habitations sont une sorte de paysage accessible qui permettent de s'y promener et d'avoir quelque chose qui les rend beaucoup plus attrayants. Et le canal que vous voyez là a été couvert par une vaste structure qui permet d'avoir une vague qui défile en permanence, des surfeurs, etc. Donc toute une série de choses qui le rendent plus attractif et plus fun. Et puis vous voyez ces habitations avec ces bio-rochers, ces bio-verres qui sont transparents et qui permettent d'éclairer les habitations tout en gardant un aspect naturel et intégrant ces portions de nature qui sont pour moi tellement précieuses. Le même exercice sur la ville de Nantes, où j'étais invité un artiste à résidence durant un an. J'ai travaillé avec les étudiants et j'ai travaillé sur une exposition juste au milieu du dessin. Et dans la ville, les grandes affiches de 20 mètres carrés reprenaient cette hypothèse du futur. Le même exercice sur la ville de Genève, avec sa fontaine qui s'est développée maintenant beaucoup plus en hauteur, etc., qui tire des canons d'eau, qui fait des jets un peu dans tous les sens, parce que c'est devenu l'identité de Genève, donc autant le rendre plus attractif. On est 100 ans plus tard, donc vous imaginez le décalage qu'il y a 100 ans, comment on imaginait le monde et maintenant comment on pourrait l'imaginer 100 ans plus tard. Ici c'est la ville de Metz, où là aussi il y a une grande exposition dans l'espace végétal qui se trouve là. Et là vous voyez quelques engins volants qui sont des raimentas, qui sont gonflés à l'hélium et qui se déplacent dans l'air un peu comme ils le font sous l'eau. Et les extrados sont couverts de capteurs solaires. Si on a le temps, on pourra voir un peu plus loin les propositions de moyens de transport. Et là, c'est Lambersart, près de Lille. Là aussi, l'importance de l'eau dans les hypothèses du futur. Mais surtout Venise, qui est évidemment la ville d'eau par excellence. Et là, nous sommes dans une ville qui est en grand danger de par sa difficulté à s'intégrer à l'eau, à augmenter les eaux et au développement même de son futur dans quelque chose qui est excessivement contraint par évidemment une ville-musée. Alors l'idée était de développer une ville sous-marine. On est sous la place Saint-Marc ici. Et il y a une grande dalle de verre qui a été construite et la ville s'est développée par en dessous, de manière à soutenir les bâtiments existants et à avoir une sorte de bioluminescence tellement bien utilisée dans la nature et à certains endroits. Pourquoi pas l'utiliser à travers une ville et avoir ainsi une ville contemporaine qui se développerait au même endroit sans perturber la ville ancienne, au contraire en la soutenant. Donc ce sont des exercices que je fais pour arriver à faire ces hypothèses de ce que cela pourrait avoir comme allure. Ici, nous sommes à Bruges, en Belgique, et vous voyez la Grand Place, elle a été aussi ouverte. On a construit aussi une nouvelle ville par en dessous, et il y a une dalle de verre au-dessus qui couvre l'ensemble, et on peut s'y promener sur cette dalle de verre. Et en regardant en oblique, on voit encore les pavés. Ce n'est qu'en regardant entre ses jambes qu'on voit qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau qui se passe et qui se développe dans des conditions évidemment climatiques qui peuvent être bien maîtrisées dans un espace refermé comme ça.
Alors voilà l'hypothèse d'une autre ville, la Cité des Vagues, qui, elle, doit sa particularité à un environnement qui est d'une mer, d'un sable, de choses comme ça. Et si les vagues se forment naturellement à cet endroit, c'est certainement qu'il y a des raisons. Donc j'ai imaginé que la ville qui se forme à cet endroit pourrait très bien reprendre les caractéristiques qu'on peut trouver dans un sol, dans cet environnement particulier, et ainsi arriver à quelque chose qui corresponde à cet environnement spécifique. En fait, chacune des architectures que je propose est toujours liée à un terroir, à un lieu, à quelque chose de très précis, parce que chaque lieu induit automatiquement une forme, une fonction, mais aussi un sol, un sous-sol, un microclimat, une faune, des habitants, une culture, et répondre à cela est quelque chose que je trouve primordial. Et à arriver à définir quelles sont les spécificités d'un lieu qui permet de travailler dans une architecture qui est conçue dans la biodiversité. Vous savez, la biodiversité dans le monde naturel, on en parle beaucoup pour les animaux, c'est évidemment, et la faune, et la flore, c'est évidemment excessivement important, mais culturellement aussi, la diversité dans l'architecture est quelque chose de très très précieux. Et il se fait que dans nos villes actuelles, on fait des bâtiments qui sont de plus en plus standardisés sur les normes de la mondialisation. Ce sont des bâtiments souvent insipides, inodores, incolores, qui sont les mêmes partout dans le monde et qui font qu'on n'a plus d'idée de l'identité du lieu dans lequel on habite. Et c'est une perte considérable de valeur qui devrait pouvoir être tout à fait préservée. Et il n'y a pas de lieux qui sont plus différents l'un que l'autre, comme nous avons tous des têtes complètement différentes qui nous permettent de nous identifier, de nous reconnaître. Alors qu'est-ce que c'est que des lieux où toutes les habitations sont identiques et qui permettent ainsi de ne rien différencier? Vous venez de voir le grand panorama de la cité végétale qui montre une ville dont les bâtiments n'ont pas été démolis par les projets futurs, mais qui ont continué à évoluer avec d'autres éléments qui vont leur permettre de créer ce lien avec tout ce qui se trouve autour d'eux. Donc ce sont des nouvelles peaux, ce sont des greffons, ce sont de nouvelles toitures, mais qui progressivement se mettent en place dans un environnement différent. Alors pour moi, tenir compte de cet existant est fondamental. Ici, c'est le même exercice sur la ville de Shanghai en 4 dimensions. Ce que vous voyez en dessous, c'est un curseur qui donne des dates. Là, on a 2000, 2010, 2020, 2030, et plus on avance vers la droite, plus on avance dans le temps. Donc, on rentre dans un panorama qui est un panorama à 4 dimensions. Et on peut voir progressivement s'installer ces techniques qui sont 100% durables et qui proviennent d'une connaissance très approfondie de toutes les technologies du vivant et les biotechnologies. C'est une manière de pouvoir, dans un seul dessin, introduire cet aspect-là. Regarder une ville, ce n'est pas un arrêt sur image. Toutes les choses ont existé à un moment et sont toujours en perpétuelle évolution. Alors essayer de le rendre par le dessin est pour moi un travail absolument récurrent dans tout. Ici, vous avez une ville qui est une ville résiliente. L'exercice que j'ai fait, c'est essayer de voir à quoi ressemblerait une ville banale telle qu'on les connaît si nous pouvions y intégrer l'ensemble des fonctions qui sont nécessaires à pouvoir nous nourrir un minimum. Donc ce sont des toitures qui sont des potagers, nous avons des vergers en partie rue en bas, on a des poulaillers, on a des ruches,
il y a des pigeonniers, il y a des cerfs, il y a tout un ensemble de choses qui sont intégrées aux habitations et qui permettent de s'assurer une certaine autonomie alimentaire. Vous savez que dans nos grandes villes, on a une autonomie alimentaire de près d'une semaine. Jamais dans notre histoire, nous n'avons créé une telle dépendance à un système mondialisé d'une fragilité totale qui, un jour ou l'autre, va se bloquer. Qu'est-ce qu'on fait dans nos villes quand on a à manger pour 8 jours, le 9e jour? Eh bien, voilà une des hypothèses qui commence à émerger maintenant. Dans pas mal de villes, on commence à se poser cette question. Que si jamais cette dimension-là, eh bien, on n'a pas nécessairement perdu. Une ville qui crée des liens entre les gens, qui rassemble, qui crée ces ponts, une ville où le vivant fait partie intégrante des constructions, ça c'est pour moi le projet que je trouve réellement fascinant, mais qui tourne en grande partie le dos à la plupart des projets que l'on imagine aujourd'hui. Mais la population dans les villes commence à être réellement sensible à ça, donc il y a une réelle demande. Alors, les promoteurs immobiliers ont trouvé que le greenwashing pouvait très bien fonctionner, donc on met quelques toitures végétales minima et on dit voilà, on végétalise. Ici, c'est évidemment une démarche totalement différente où on va intégrer des éléments de vie essentiels à une démarche qui englobe un ensemble de fonctionnements qui sont toujours liés à des grands principes que l'on peut trouver dans le vivant. Et là, tout le monde reconnaît, nous sommes évidemment à Lyon, dans cette vue aérienne de la Part-Dieu, avec la tour Crayon qui a été séparée de grandes feuilles, mais qui sont en fait des capteurs solaires, avec des turbines à vent, parce que leur géométrie particulière ont l'avantage de créer des tourbillons de vent qui peuvent alimenter les petites turbines qui sont mises dans les ailes. Mais il n'y a pas que ça. Chacun des bâtiments que vous voyez là est existant. Ils n'ont pas été démolis ou excessivement peu. Ils ont été adaptés, ils ont été transformés, ils ont évolué. Donc même les barres de construction sont quelque part là, mais les toitures sont devenues des aires d'atterrissage pour les ornithoplannes à ailes battantes, ces engins volants qui prennent le biomimétique, qui prennent le modèle sur les oiseaux et qui sont des engins doux qui ne fonctionnent qu'à l'énergie solaire. Et voilà Lyon en animation rapide, très rapide. Vous voyez comment progressivement peut s'installer la végétation dans une ville comme celle-ci et commencer à devenir une portion de paysage recomposé qui fonctionne avec l'existant et chaque fois progressivement modifié. Alors, le même exercice là sur Strasbourg, avec les étudiants en architecture, on a travaillé une année sur la ville, et le point de départ des perspectives sur la ville et les quartiers les moins intéressants. Faire vivre des gens dans des barres d'habitation en béton est évidemment quelque chose qui n'est pas excessivement intéressant, donc un gros rejet de la part des habitants. Et un ensemble de difficultés qui naissent de ce rejet. Réadapter cela pour arriver à leur donner quelque chose qui s'apparente beaucoup plus à la vie, aux relations humaines, est quelque chose qui m'a semblé tout à fait important et donc à imaginer, à dessiner. Voilà la ville telle qu'elle est. Et dans l'exposition qui était faite à Strasbourg, un grand plexi montrait la ville dans son état actuel, et à travers le plexi, on pouvait voir la ville future apparaître.
Et ainsi, on pouvait mieux voir que l'ensemble des bâtiments était conservé, mais réadapté. Le coût environnemental de la destruction d'un bâtiment a un impact et un bilan très négatif, donc autant ne pas aller dans cette voie-là. Et avec les étudiants, on a investi un lieu en face du lieu d'exposition où on a construit des nids avec tout ce que l'on pouvait trouver dans l'environnement naturel. Et ces nids étaient accrochés à des cordes aux branches et les étudiants étaient invités à passer quelques heures, quelques moments dans ces nids en compagnie des oiseaux qui se trouvaient aux alentours, et les lits montaient, descendaient dans les arbres un peu en fonction des désirs de chacun. C'était une expérience formidable parce que c'était concevoir un projet, le réaliser et puis le vivre. Donc pour un étudiant qui généralement est un peu décalé par rapport à ça, c'était une manière de s'intégrer complètement dans une hypothèse de cette intégration dans l'environnement. Ici, nous avons le tiré à part qui a été réalisé pour la conférence ici de l'eau dans la ville, où l'hypothèse était de montrer un peu ce que ça pourrait ressembler s'il y avait une vraie rivière avec une berge, avec des plantes grimpantes, peut-être une cascade qui coule d'un toit alimenté par l'ensemble de l'eau pluviale des immeubles qui se trouvent là, et qui peut même être remonté à certains moments si nécessaire, mais faire participer les gens à toute cette importance que l'eau peut avoir dans un environnement construit est une manière de se reconnecter et de retrouver ces marques dans ces lieux-là. On va faire un petit passage sur les moyens de transport et de locomotion qu'on pourrait imaginer dans une ville du futur. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'essence, quand on n'a plus d'électricité, enfin plus d'électricité nucléaire? Mais on est obligé de travailler avec tout ce qui est le renouvelable, les ressources qui sont produites par l'environnement bioclimatique. Donc ici, je suis parti de cette idée que nos voitures étaient une aberration complète. 1,5 tonnes pour transporter 150 kg de passagers, c'est pas intéressant. Le moteur à explosion à 10% de rendement et c'est pas utile. Surtout que ces voitures font généralement bien plus que la vitesse autorisée par la loi et nous emmènent dans des choses qui ne correspondent pas réellement à nos besoins. Donc ici, nous avons des petits engins très légers. Ils pèsent une centaine de kilos, ils prennent leur courant dans un rail électrique parce qu'il ne faut pas transporter ces batteries. Les batteries, c'est le point faible, évidemment, des voitures électriques. Et ainsi, on peut imaginer des véhicules qui sont automatiques et qui peuvent se rendre à une destination sans avoir à les piloter. Donc n'importe qui peut aller dedans. Alors, les structures peuvent être faites avec des matériaux biosourcés, mais évidemment, il y aura encore besoin d'utiliser une énergie, d'utiliser des énergies mécaniques et de l'industrie, mais réduites. Plus on le réduit, plus on pourra fonctionner en équilibre avec la planète. Moi, je roule depuis 12 ans maintenant dans un véhicule dans ce genre-là, sauf que je ne prends pas mon courant dans le rail électrique, mais dans des batteries. Cet engin roule à 90 km/h, donc je vais même sur autoroute avec ça. Il me coûte entre 40 et 50 euros par an d'électricité, et je roule toute l'année avec ça. Alors là, il y a des solutions qui sont à la portée de tout le monde. On peut pas acheter un véhicule pareil. J'ai une plaque moto, donc je ne paye jamais de parking. Et là, il y avait un défaut, c'est qu'on ne m'entendait pas arriver. Donc j'ai rajouté un bruit, et c'est le bruit d'un cheval au galop. Alors évidemment, ça fait mourir de rire tout le monde, et c'est assez amusant. Et puis sur autoroute, quand là, le cheval au galop, ça ne marche pas, on ne m'entend pas d'assez loin. Alors là, j'ai mis le bruit d'une locomotive à vapeur. Mais je vous garantis, quand un camion se fait déplacer à 90 km/h par une locomotive à vapeur sur l'autoroute, il est surpris, le type.
Alors maintenant, j'ai travaillé sur un prototype qui va un peu plus loin que le premier que je vous ai montré, parce qu'il est fait qu'une coque qui est biosourcée, elle est en bois, et c'est un véhicule pour 3 personnes, et là je suis en catégorie vélo, donc pas besoin d'assurance, de crash test, etc. Je peux prendre les pistes cyclables, je peux me garer à peu près où je veux, et c'est pour 3 personnes. Il y a 3 pédaliers, il y a 2 moteurs électriques, et c'est évidemment quelque chose qui est un peu le chaînon manquant entre le vélo et la bagnole. Alors pour moi, ce qui est intéressant, c'est commencer à expérimenter des choses. Donc quand j'imagine un truc, si je peux le vivre et l'expérimenter, c'est quand même assez rigolo. Alors là, c'est une réflexion à partir d'une discussion que j'ai eue avec un ami, Gauthier Chapelle, qui a fondé Biométrie Europa. Et je lui ai dit, mais en fait, pourquoi est-ce que la nature n'a jamais inventé la roue? Il dit, la roue, c'est formidable. Elle me dit, mais non, on réfléchit un peu. La roue, ça veut dire les routes, les autoroutes, les ponts, les viaducs, les rails. C'est un coût pour l'environnement qui est considérable. Puis la roue, ces routes et tout ça, ça morcelle le paysage, ça coupe les réseaux racinaires et hydrauliques, ça empêche les animaux de passer d'un côté à l'autre. Et puis tu imagines les matériaux. Tandis que la pâte, c'est un tout-terrain, ça va partout, ça n'a besoin d'aucun terrain. Ça franchit un gué, ça monte un escalier, ça escalade des rochers. C'est magnifique la pâte, c'est une bien meilleure invention. Il avait raison. Donc, j'ai commencé à imaginer des engins à pattes. Évidemment, parce que si c'est mieux, pourquoi pas? Donc à Bruxelles, il y a un tram à pattes qui roule déjà depuis 1 an maintenant. Bon, c'est un stickage uniquement, mais c'est une manière de l'évoquer, donc de faire réfléchir les gens. Donc au moment où on l'a inauguré, on m'a demandé ben, c'est quoi votre 1000 pattes. Alors moi j'ai raconté l'histoire que je viens de vous dire, mais je leur dis mais attention, il y a autre chose aussi. C'est un monument aux morts, un monument funéraire mobile en l'honneur de la disparition, enfin pour commémorer la disparition de la 6e extinction des espèces. Chaque grande catastrophe, chaque grande guerre a eu ses monuments morts, en veux-tu, en voilà, mais la biodiversité, pas. Or, Dieu sait si elle est plus impactante encore que n'importe quelle guerre au niveau de la catastrophe que nous allons vivre. Donc, il est temps quand même de montrer que ça existe et que ça peut avoir une présence dans les rues. Donc j'ai fait ça avec mon frère, il y a un côté qui est jour, il y a l'autre côté qui est nuit, et puis ce que j'aime bien, c'est que les gens se retrouvent dans mon 1000 pattes et regardent par la fenêtre, dans cette espèce d'engin, et se posent des tas de questions. C'est aussi une manière pour moi de répondre à mes inquiétudes, à tout ce que je me pose comme question qui se passe dans l'environnement. Voilà une autre manière de répondre à cela. Vous savez, quand quelqu'un court, il emploie 50% de sa force pour freiner le poids de son corps au moment où il retombe sur une jambe. 50% pour freiner le poids de son corps. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, peut-être moyen d'améliorer le système. Donc moi j'ai imaginé une sorte de ressort, un squelette, un exosquelette qui va des semelles jusqu'aux hanches et qui permet d'emmagasiner cette énergie pour ressauter, sauter plus haut. Donc au fur et à mesure que je saute plus haut, si je peux atterrir en planant, je peux aller encore plus loin. Donc le déplacement peut être à ce moment-là quelque chose qui est un art, qui est une manière de vie, de fonctionner, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, on peut se dire, mais les difficultés qu'on va rencontrer, c'est peut-être une chance pour inventer un monde bien plus drôle que nos voitures complètement stupides, que ce monde de pollution et de danger et d'agressivité, et qu'on pourrait faire quelque chose de tout à fait différent. Et c'est vers ça que j'essaye d'imaginer, de regarder, de voir. Donc voilà des engins volants formidables. Ça, il y en a qui font 10 000 km sans escale, avec juste ce qu'ils ont mangé avant de partir.
C'est quand même assez étonnant. C'est profilé de manière extraordinaire. Jamais on n'a inventé un engin volant aussi bien que ça. Donc peut-être qu'on pourrait repartir de cela. Donc moi j'imagine des ornithoplanes à ailes battantes pour bénéficier de cette conception tout à fait révolutionnaire, mais très ancienne, et qui sont gonflés à l'hélium derrière un film excessivement léger, et l'extrait d'eau est complètement couvert de capteurs solaires qui va alimenter les moteurs. Donc, autonomie, légèreté, pas de bruit, etc. Bon, évidemment, on ne vole pas comme avec un Boeing, mais avec un Boeing, on ne vole pas, on est téléporté, on n'a plus aucune sensation. Vivre, c'est quoi? Mais c'est avoir de multiples sensations, c'est sentir des choses, c'est être dans l'émotion, c'est de sentir ce que c'est qu'un vol, l'air qui se déplace, etc. Toutes sortes de choses comme ça. Être téléporté, pas grand intérêt. Alors, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Là, vous voyez, je suis occupé à traverser la Cité des Sciences à Paris en volant, en battant des ailes, dans un engin inventé par un de mes amis, Jean-Pierre David. C'est un aéroplume, et voler en battant des ailes, mais c'est formidable. Quand vous avez une fois fait ça, vous n'êtes plus tout à fait le même homme après. Et c'est pas du virtuel, là. On est dans le réel. Je suis à 30 mètres de hauteur, dans l'air, et je m'appuie sur l'air pour me déplacer. Je l'ai fait à d'autres endroits, c'est quelque chose d'assez formidable. Là, c'est mon jardin à Bruxelles. C'est une autre expérience. Je vous parle un peu des trucs que j'ai expérimentés. On va s'arrêter là-dessus après. En travaillant sur ce vol mécanique en appuyant sur l'air, j'ai imaginé pouvoir me déplacer en hauteur par la force de l'esprit, un peu comme les moines qui lévitent, mais de manière beaucoup plus technologique, parce que mes capacités mentales ne vont pas jusque-là. Donc ici, vous voyez cet arbre, et entre les deux parties, j'ai installé un siège qui est relié à une poulie et qui est relié à un treuil. Et j'emploie un petit appareil qui s'appelle le biofeedback, qui est une sorte d'électroencéphalogramme qui analyse les ondes mentales. Et dès que je rentre en cohérence cardiaque en méditation, le biofeedback envoie un signal au treuil, et le treuil se met en route. Et je monte dans mon arbre jusque dans la canopée. Et tant que je suis en méditation, je reste tout à fait en haut à observer, pas observer, à ressentir le monde et la ville à travers le végétal, à travers les branches, à travers les feuilles. Mais ça, c'est tout à fait mon travail, ça. Percevoir la respiration de la ville à travers la nature. Donc, ce sont des choses qui me permettent de me ressourcer et de trouver l'équilibre nécessaire à pouvoir continuer à imaginer un monde différent qui est basé sur des valeurs dans lesquelles j'ai vraiment une très très grande confiance, qui sont des valeurs qui ne sont pas toujours liées aux hautes technologies, mais à des choses simples, vraies, naturelles. Donc ceci, c'est le dernier dessin. Après, c'est mon site internet où vous pouvez avoir accès à l'ensemble des recherches et des dessins, bien plus que ce que je vous raconte ici, des films, des animations, des tas de choses. Les expositions, les éléments de communication. Il va y avoir aussi l'affiche que j'ai réalisée pour l'eau dans la ville qui sera dédicacée ici derrière. Et généralement, je termine par une pensée de Francis Blanche. Et il avait l'habitude de dire « Mieux vaut penser le changement que changer le pansement ». Alors j'adhère complètement à cette philosophie. Merci de votre écoute.